constitue la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde. D'abord, ce ballet diplomatique au Palais de l'Unité de Yaoundé, c'était hier. Le président de la République, Paul Biya, a reçu la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushipi-Wabo, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth. Une rencontre avec le président de la République du Cameroun qui a tourné autour de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, mais également l'organisation des prochaines échéances électorales au pays de Paul Biya. Hors de nos frontières, nous mettrons le cap sur le Nigeria, où l'armée du Nigeria a libéré hier 1000 détenus soupçonnés d'appartenir à Boko Haram, après les avoir innocentés de tout lien supposé avec le groupe qui sème une insurrection sanglante dans le nord-ouest du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons ce soir par cette mission conjointe, organisation de l'Organisation internationale de la francophonie, organisation du Commonwealth, mais également organisation de l'Union africaine. Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Louise Mushipi-Wabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, ont été reçus en audience cet hier au Palais de l'Unité de Yaoundé par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Une audience qui a tourné autour de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et l'organisation des prochaines consultations électorales au Cameroun. Reportage. En mission au Cameroun, 3 diplomates ont été reçus hier au Palais de l'Unité de Yaoundé par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Il s'agit de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, de Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, et de Louise Mushipi-Wabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Au cours de cette audience, il a surtout été évoqué les mesures pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et l'organisation des prochaines consultations électorales au pays de Paul Biya. Vit depuis quelques années une crise, notamment dans ces régions nord-ouest et sud-ouest. Il y a eu un grand débat national, d'importantes résolutions ont été prises. Il est annoncé en début d'année prochaine des élections législatives et locales. Et il est tout à fait normal que nos 3 organisations dans lesquelles le Cameroun est un membre important puissent venir pour apporter leur contribution. Une rencontre qui a permis aux diplomates de ces 3 organisations internationales de rassurer le régime de Yaoundé sur leur soutien indéfectible pour un retour à l'accalmie définitive dans ces régions chrysogènes. Nous avons exprimé au chef de l'État notre disponibilité à continuer à accompagner le pays. Nous sommes ici pour écouter, pour pouvoir comprendre où nos organisations s'inscrivent. Voici l'état d'esprit dans lequel nous sommes venus ici. Le Cameroun est un pays très important pour nos organisations, mais surtout pour les Camerounais eux-mêmes, pour la sous-région, pour le continent, d'où l'importance de cette mission tripartite. Et nous l'avons aussi dit clairement que nous ne sommes pas ici juste pour une mission d'un jour ou 2. Nous allons continuer à nous impliquer, mais bien sûr, encore une fois, en suivant le désir, en suivant les aspirations des Camerounais eux-mêmes. Pour le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, cette audience au Palais de l'Unité a permis à ces 3 organisations dont est membre le Cameroun d'être sur la même longueur d'onde sur ces problématiques épineuses. Le conseil de cabinet du mois de novembre 2019 s'est tenu ce jeudi à l'immeuble Étoile de Yaoundé. Les travaux conduits par Chief Dr Joseph John Gouté ont porté sur l'évaluation de la première phase du document de stratégie pour la croissance et de l'emploi 2009-2010 et la mise en route de la deuxième phase 2020-2030 avec pour objectif d'atteindre la vision de l'émergence à l'horizon 2035. Frédéric Moutomé, Elvis Ngoué.
Contexte, enjeux, défis et principale orientation du projet de stratégie nationale de développement 2020-2030, la thématique était au cœur du premier exposé conduit par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire lors de ce conseil de cabinet du 28 novembre 2019 présidé par Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Notre pays, sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, s'est doté d'un document de planification stratégique sur la base d'une vision 2035, avec comme objectif de faire du Cameroun un pays émergent. Ce document, le DSE, est entré en application depuis 2009. Depuis 2009, c'est-à-dire 10 années plus tard, la première phase de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi est arrivée à son terme. L'occasion pour nous d'évaluer les résultats obtenus, mais surtout de préparer la seconde phase, une phase décennale qui va de 2020 jusqu'à 2030. Un exposé épine dorsale de ces travaux qui a permis au ministre Alamine Ousmane Meh de revenir sur la planification de la deuxième phase de la vision de l'horizon 2035. Il est important de dire ici que la volonté constante du président de la République de conduire notre pays vers son émergence se traduit par la nécessité d'une transformation structurelle. Transformation structurelle pour que l'industrialisation soit une réalité, que les emplois soient créés de manière abondante, des emplois de qualité, que la richesse puisse être créée suffisamment et que cette richesse puisse également faire l'objet d'une redistribution équitable auprès des populations. Axé sur 4 points prioritaires, à savoir la mise en place des conditions favorables à l'accumulation de la richesse nationale, l'amélioration des conditions de vie des populations et leur accès aux services de base, le renforcement des mesures d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques, mais aussi l'amélioration de la gouvernance pour renforcer la performance de l'action publique en vue de l'atteinte des objectifs de développement. C'est tout le sens de l'orientation nouvelle qui va soutenir notre stratégie de développement pour les 10 prochaines années, faire en sorte que la transformation structurelle de l'économie camerounaise puisse conduire notre pays vers l'industrialisation, une industrialisation qui fera de nos produits, de matières premières, des matières premières comme ingrédients à nos industries. Créer de la valeur ajoutée dans le cadre des chaînes de valeur, l'agro-industrie, l'agriculture sont certainement les socles de notre futur développement. Cette transformation doit s'accompagner par une amélioration du climat des affaires, une meilleure gouvernance, un renforcement du rôle stratège de l'État, son accompagnement comme facilitateur dans un contexte où le climat des affaires est nettement amélioré, dans le but évidemment de faire de la promotion du secteur privé un élément central de la politique de développement du Cameroun. Des priorités pour le gouvernement en cette fin d'année 2019 et en perspective de l'exercice 2020 qui pointe déjà à l'horizon et pour lequel les axes prioritaires sont fixés à travers le projet de loi de finances 2020 en préparation à l'hémicycle des Verts de Ngouaekele à Yaoundé. Un séminaire des formateurs sur l'élaboration des rapports des organes de traité et examens périodiques universels se tient depuis le 27 novembre dernier au ministère de la Justice du Cameroun à Yaoundé. L'ouverture de cet atelier était présidée par Fongwe Justine Joseph Fonkam. Les détails sont contenus dans cet élément de Zobel Apollinaire Ban et d'Elvis Moué. La rencontre qui s'est tenue à Yaoundé avait pour but de renforcer les capacités des acteurs nationaux chargés de la rédaction des rapports aux différents organismes et du suivi de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux. En fait, c'est d'outiller les participants sur les rouages de la production ou de l'élaboration de ces rapports qui rendent compte des moyens et mesures que l'État prend pour respecter les droits de l'homme. Cet atelier vient à la suite de celui qui avait déjà été organisé dans la capitale économique en 2016 par le Centre des droits de l'homme d'Afrique centrale et qui avait connu la participation des pays tels que le Gabon, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Ainsi, ce qui est attendu de vous, chers participants, est la maîtrise des règles de procédure qui gouvernent l'élaboration des rapports aux organes de traité en matière de droits de l'homme,
afin que notre pays mérite cette reconnaissance internationale d'État respectueux de ses engagements. Je vous invite donc à avoir des échanges fructueux et empreintes de convivialité, tout en gardant à l'esprit que la formation que vous recevez ce jour vous permettra à coup sûr d'améliorer vos performances dans la présentation de dits documents. Il s'agit en réalité de réfléchir ensemble à l'amélioration des approches de solutions aux problèmes que vous rencontrez le plus souvent dans ce domaine. La fin des travaux de cet atelier est prévue pour ce vendredi. Les jeunes de Nubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, s'engagent à préserver la paix dans leur circonscription administrative. Ils ont pris cet engagement au cours d'une réunion portant sur le vivre ensemble. Les précisions de Zobel Apollinaire Ban et de Patrice Foucault. Le quartier Nubel, dans l'arrondissement de Douala 2e, a été secoué par des actes de vandalisme des jeunes en colère. C'est grâce à l'intervention des autorités administratives de la ville que la situation est revenue à la normale, non sans menacer la paix et la tranquillité des populations de cette unité administrative. Plusieurs semaines après ces actes de violence, le sous-préfet de Douala 2e et les structures en charge de l'encadrement de ces jeunes ont décidé de les réunir autour d'une même table pour comprendre les mobiles de leurs actes. De manière générale, il en ressort que c'est la situation précaire que vivent les jeunes du quartier Nubel au quotidien, notamment le chômage, qui en est la principale raison. La rencontre de ce mercredi avait donc pour but d'aider ces jeunes à sortir de cette situation qui les contraint à poser des actes répréhensibles en les faisant connaître les opportunités qui se présentent à eux en termes de formation et d'emploi. Le problème du jeune, c'est qu'il ne va pas à la recherche de la bonne information. Les structures d'encadrement de proximité, la délégation d'arrondissement de la jeunesse de Douala 2e est ouverte. Nous avons le centre multifonctionnel de promotion des jeunes qui pourra leur donner la bonne information. Donc, raison pour laquelle nous les avons regroupés aujourd'hui pour mieux les édifier sur ce qui peut les accompagner dans leur développement économique. Cette initiative a été saluée par les principaux concernés. Une initiative très salutaire. Vous savez, c'est une combinaison de tous les acteurs qui doivent promouvoir la paix, vivre ensemble. Ils sont le seul gage d'une vie paisible et prospère pour nous les jeunes. Nous sommes autant satisfaits que le président du Conseil national de la jeunesse, antenne communale de la 2e, s'est mis devant. Le sous-préfet s'est mis devant. Madame le maire de la 2e s'est mise devant. Comme ça, vous voyez dans cette combinaison-là de jeunes, des chefs de quartier, des parents, des autorités, qui ensemble pensent au devenir des jeunes de Douala 2e en posant le problème criard, qui est leur survie quotidienne, pour que demain, les jeunes aillent mieux et qu'il n'y ait plus ce que nous avons vécu il y a quelques jours à Douala 2e. Mais au-delà de ces opportunités, l'inquiétude demeure en ce qui concerne l'accès immédiat et facile à ces différentes offres. Quand on a fini de former un jeune en hôtellerie par exemple, il va prendre le travail où? Quand on a fini de former un jeune en pâtisserie, il ira travailler où? Quand on a fini de former un jeune en chaudronnerie, il ira travailler où? Il faut donc qu'on règle ce problème d'adéquation entre l'information qu'on donne aux jeunes, la qualité de l'enseignement qui n'est pas à démontrer ici, qui est bonne, mais maintenant le débouché. Comment est-ce qu'on fait pour que ce jeune qui a été formé soit capitalisé dans cette formation-là? Mais quoi qu'il en soit, la rencontre de ce mercredi apparaît tout de même comme un début de solution au problème de ces jeunes presque désemparés. On a toujours pour habitude de faire comprendre aux jeunes de croire premièrement en eux. De ne pas se laisser abattre par les aléas de la vie, car la vie c'est une succession de combats. C'est par un engagement patriotique de ces jeunes à ne plus se livrer aux actes qui fragilisent la paix et la stabilité du pays que la rencontre de ce 27 novembre s'est achevée. Situé en plein cœur de la zone industrielle de Douala-Bassa, le quartier Carrière Sangmagnan, outre le déficit d'infrastructures sociales d'accompagnement, baigne dans une insécurité grandissante. Les pouvoirs publics sont interpellés. Reportage.
Situé en plein cœur de la zone industrielle de Douala-Bassa au Cameroun, le quartier carrier à Somagnon est le parent pauvre d'une zone franche qui a connu depuis plusieurs années une floraison d'industrie à la faveur de la relance économique au Cameroun. Les problèmes que nous rencontrons au quotidien dans le quartier, surtout, c'est le surpeuplement des jeunes, cette perte d'emploi des jeunes qui a fait que les enfants sont devenus très délinquants et manquent le respect aux parents. Et ça fait que chaque jour, les forces de l'ordre et nous, on est toujours face à des difficultés et on comprend leurs problèmes, c'est parce qu'ils ne font rien. Accéder au quartier carrière Somagnon, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, est un véritable parcours de combattant, une épreuve de nerfs pour les usagers de la route. L'autre problème, c'est le fait de l'enclavation des routes. Pour que tu aies accès pour entrer ici, c'est tout un problème. Mais comme tout de suite, pour que le sous-préfet arrive dans mon quartier, il faut qu'il laisse la route qui est à 500 mètres pour faire 3 km avant d'arriver. Mais outre ce problème d'enclavement, ce quartier cosmopolite doit faire face à une insécurité grandissante. Autre phénomène inquiétant au sein de ce quartier, l'éboulement de terrain qui menace désormais les habitations adjacentes du bloc 4 et du bloc 5. Depuis que j'y suis, notre quartier vit beaucoup de problèmes, surtout le problème de l'insécurité, les agressions, les vols de motos tous les jours, et puis ce problème aussi de grainage. Ce problème de grainage, nous attendons et comptons sur le gouvernement. Face à ces difficultés liées à l'absence d'infrastructures sociales d'accompagnement, le gardien des traditions lance un appel au pouvoir public. Sache que je sollicite presque chaque jour et demande au pouvoir public, c'est de comprendre que le quartier est vieillissant, que c'est depuis 1970, peut-être presque 47 ans aujourd'hui. Et le message que devait passer au gouvernement, c'est de chaque fois comprendre que les eaux que nous buvons ne sont pas les bonnes. C'est aussi de comprendre qu'en dehors de ces eaux aussi, la qualité, l'intervention de partir d'un quartier à l'autre pour partir à l'hôpital, c'est difficile parce que les routes sont coupées en deux. Et ça fait donc tous ces genres de difficultés en cas d'urgence ou d'incendie, nous avons des problèmes. Je devais demander donc au gouvernement de tout faire pour mettre à notre disposition, argumenter à notre disposition les moyens locaux pour faciliter la tâche à la vie des citoyens. Créé depuis plusieurs décennies, ce quartier situé dans le village Lokbaba veut aspirer à sortir du sous-développement. De l'énergie électrique dans les administrations camerounaises, c'est l'une des instructions du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Diangouté. Praxet Toulou nous en dit davantage. Un programme de suivi, contrôle et optimisation des factures d'électricité dans le secteur public est désormais mis en œuvre grâce à une convention signée avec l'Organisation internationale de la francophonie. Objectif, réduire considérablement la consommation en électricité publique par an. Une consommation jugée très élevée pour Joseph Diangouté, Premier ministre et chef du gouvernement camerounais. D'après un rapport d'une organisation présenté lors du programme de suivi, contrôle et optimisation des factures d'électricité dans le secteur public, les plus grosses poches de consommation sont l'éclairage public et les abonnés de moyenne tension. Selon des sources crédibles auprès de la Société de distribution d'énergie électrique au Cameroun, l'État utilise aujourd'hui une puissance souscrite à 40 MW. Pourtant, le besoin se trouve bien en deçà de cette valeur, soit à peu près 11 MW. On en déduit donc que 71% de puissance supplémentaire inutile coûte de l'argent à l'État. Vivement, une mesure d'urgence, d'où ce programme de suivi qui viendra réduire la consommation publique, mais aussi aider à produire une énergie de meilleure qualité aux consommateurs et parer au délestage à n'en point finir dans l'ensemble des 10 régions de notre pays. Pour sortir définitivement de l'actualité en rapport avec le secteur de l'électricité, un nouveau directeur général est né au Cameroun. Eric Mansu, puisqu'il s'agit de lui, a été désigné ce jeudi à l'issue d'une session ordinaire du conseil d'administration tenue à Yaoundé. L'ingénieur de nationalité française, ex
d'EDF remplace à ce poste le Camerounais Joël Nanakonchou, démissionnaire. Avant d'être promu le 28 novembre 2019, Eric Mansui occupait les fonctions de directeur général adjoint au sein de cette entreprise chargée de la production et de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. En fait de société, histoire drôle aux allures de pratiques de sorcellerie en Bouddha dans le chef-lieu du département des Bamboutos, surpris en plein débat sexuel sur un garçon mineur. L'homme, la cinquantaine environ, a été interpellé par les éléments du commissariat de sécurité publique et gardé à vue. Selon des informations glanées auprès de la famille du garçon âgé de 15 ans abusé sexuellement, c'est depuis l'âge de 7 ans qu'il subit ces sévices sexuels de la part de M. Nguéné Alexis. Jean-Germain Yana et Rostand Difo nous en disent davantage. Ma mère est morte en 2012 là. C'est là maintenant que je suis parti au village. Je suis entré quand j'avais 13 ans. Il continuait toujours à sucer. Comme je suis maintenant, j'étais au village, je suis en Kaboudé, je suis parti à Douala pour un apprentissage de la mécanique camion. Chaque fois, comme je dormais, je rêvais, je voyais Prési, je n'arrivais pas à dormir. Et aussi, je n'étais pas dans moi. Et la maladie aussi me menaçait beaucoup trop. Un jour, dans les rêves, maintenant, ma mère m'a dit ceci. Pense à ce que M. Alexis te faisait et tu dénonces à la famille. On va l'arrêter parce qu'il t'a gâté. Tu ne pourrais plus rien faire dans ta vie jusqu'à ça donne. C'est une drôle d'histoire, vraisemblable à des pratiques de sorcellerie qui se déroulent à Bouddha, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. La famille a dit ceci, on doit chercher à ce qu'on doit l'arrêter pour qu'il s'assoie pour nous dire le véritable problème de ce qu'il me fait là. C'est quand l'enfant m'a expliqué le problème, nous sommes allés voir le commissaire. On lui a expliqué le problème, il a dit que bon, on devait aller prendre le monsieur même au marché. On dit que non, on va prendre le monsieur, même dans le sac. Et pour soutenir la plainte déposée au commissariat de sécurité publique contre le sieur Nguéné Alexis, la cinquantaine environ, est présumé pratiquant d'actes sexuels sur Ndungem Patrice, ce jeune garçon de 15 ans. Une embuscade a été tendue et le monsieur en question a été surpris en plein débat sexuel avec le mineur dans l'une des pièces de sa concession au quartier Nilon à Bouddha. C'est maintenant le mardi, c'est là maintenant qu'il m'appelle que je viens à la maison. Quand je suis venu maintenant, c'est d'où je fais signe maintenant au commissariat que comme vous voyez là, je suis chez M. Alexis. Ils m'ont dit, ok, dès que j'arrive, je leur fais signe. Dès que nous étions au lit maintenant, comme il était en train de sucer le pénis et l'anus là, c'est là maintenant qu'on a ouvert la chambre, on nous a pris ensemble. Avant qu'il me fasse signe, j'étais déjà à la gendarmerie. Il m'a fait signe, j'ai une fois monté avec la gendarmerie, une fois. En venant, il était dans la chambre. Les deux étaient au lit. Il était en train de sucer son pénis jusqu'à il a versé le sperme sur un tissu là au sol. Et aujourd'hui, on a trouvé le monsieur qui a sucé au pénis de l'enfant jusqu'à juillet. Et on a vu comment il a joui sur un mouchoir. Et quand il voulait faire le bras de fer, le commissaire, on l'a amené au poste. Et c'est depuis l'âge de 7 ans, soit environ 8 ans aujourd'hui, que Patrice, mécanicien de profession, subit des attouchements de son amant, d'un autre genre, conseiller municipal à la mairie de Bouddha. J'ai connu M. Alexis derrière la Sénèque à l'âge de 8 ans, quand je faisais encore, je pense, le cours élémentaire. M. Alexis m'a pris comme, j'étais comme son petit du quartier. C'est comme ça que M. Alexis, il m'a pris comme son enfant. Chaque fois on partait chez lui, il me suçait le pénis et l'anus. Ça fait déjà aujourd'hui peut-être même 7 ans. Même en 2012, il suçait toujours. Quand il suçait comme ça, il me donnait souvent les 200, 300, 100 francs comme ça. Il rentrait à la maison. Mais il t'a dit que ça lui servait à quoi? Il ne m'a pas dit à ce que comme il suçait là, ça lui servait. Pour l'heure de mise en cause, Nguéné Alexis
présumé pédophile est en garde à vue au commissariat de sécurité publique de Bouda avant sa comparution devant le tribunal compétent. Hors de nos frontières à présent au Nigeria, l'armée a libéré hier près de 1000 détenus soupçonnés d'appartenir à Boko Haram après les avoir innocentés de tout lien supposé avec le groupe djihadiste qui mène une insurrection sanglante dans le nord-ouest du pays. Les détails de nos confrères d'Africa News. Après un séjour à la prison militaire de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria, ces anciens détenus, dont certains ont passé des années derrière les barreaux, retrouvent enfin la liberté. Ils sont près d'un millier et ont tous été incarcérés sur des soupçons d'appartenance à la secte islamiste Boko Haram. Mais après enquête, ils ont été déclarés innocents par l'armée nigériane qui les a remis aux autorités civiles de l'État de Borno pour faciliter leur réhabilitation et leur intégration. Ces 993 personnes soupçonnées d'être membres de Boko Haram qui ont été innocentées aujourd'hui signalent le début de la paix dans l'État de Borno. Il s'agit de l'une des plus importantes libérations en masse de détenus effectuées d'un seul coup par l'armée nigériane. En octobre déjà, elle avait libéré 25 enfants après la publication d'un rapport de Human Rights Watch accusant les militaires de maltraitance et de torture. L'armée nigériane a fait ces dernières années l'objet de dénonciations de la part des organisations de défense des droits de l'homme qui ont longtemps critiqué les arrestations de masse dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, dont l'insurrection a fait plus de 35 000 morts. La police espagnole l'a remonté à la surface avec des tonnes de cocaïne à bord. Il s'agit du narco sous-marin. Précision de nos confrères d'Africa News. On croirait l'histoire tout droit sortie d'un roman policier. 152 paquets remplis de 3 tonnes de cocaïne récupérés dans un sous-marin artisanal. Localisé le week-end dernier au large de la région espagnole de la Galice, il a été acheminé au port d'Aldan et remonté à la surface avec sa cargaison mercredi. Valeur estimée de la saisie, 100 millions d'euros. Une opération exceptionnelle et insolite pour un phénomène mal connu. Ce narco-sous-marin de 20 mètres de long est le premier jamais identifié à avoir traversé l'Atlantique d'une traite. C'est une opération historique qui va marquer un avant et un après, car désormais il y a une nouvelle hypothèse de travail pour les forces de sécurité qui est la possibilité pour les submersibles de ce type d'arriver jusqu'aux côtes européennes. A las costas europeas de sumergibles de esta entidad. C'est le mauvais temps qui aurait contraint les membres d'équipage à couler le semi-submersible et à l'abandonner faute d'avoir pu transférer la cargaison dans une embarcation. 2 Équatoriens ont été interceptés, un 3e homme de nationalité espagnole est recherché. La police espagnole a été alertée par un organisme international, le Centre d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, qui avait repéré l'appareil. Les polices portugaises, britanniques, américaines et brésiliennes ont collaboré à l'opération. Reste à déterminer d'où venait précisément la drogue et à quel clan de narcotrafiquants elle était destinée. La Galice est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe. En sport, nous parlons du match en retard de la 7e journée du championnat national Elite One. Le leader Coton Sport de Garoua a fait jeu égal hier, 2 buts partout contre l'Union de Douala, mais reste en tête de classement. Les détails de cette rencontre avec Georges Ouafou. Le leader Coton Sport de Garoua était en déplacement dans le littoral ce mercredi, affronté Union de Douala pour son match en retard de la 7e journée. L'enjeu de cette rencontre était de prendre 3 points et creuser un peu plus d'écart en tête du classement. Malheureusement, cette rencontre s'est soldée sur un score de parité de 2 buts partout. Les cotonculteurs restent tout de même leaders au classement avec 18 points au compteur, tandis que les Nassara Gamakai, qui avaient l'occasion de faire une belle opération et quitter la 7e place à la 2e, enchaînent une piètre performance et fait un bond en occupant désormais la 5e place. La seconde rencontre de la journée opposait AS Fortuna puis Doboji de Bamenda, match en retard de la première journée. Là encore, les 2 équipes se sont séparées sur un score de vierge de 0 but partout. AS Fortuna enchaîne un 7e match sans victoire depuis le 27 octobre et ferme la marge du classement avec 7 points après 9 journées. En rappel, le fait marquant de la 9e journée qui s'est joué le week-end dernier a été la 2e défaite de suite à domicile de Bamboutos de Bouda devant Edi Sport de la Lequier et la première défaite de la Panthère d'Undé depuis le début de ce championnat face à Avion Academy.
Et c'est avec cette actualité sportive que nous mettons un terme à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.